Janvier est le mois durant lequel la plupart des jardiniers perdent leur temps. Alors que vos voisins feuillettent des catalogues de semences en attendant le printemps, vous pourriez commencer à cultiver 18 cultures. Ces cultures nourriront votre famille des mois avant même que les cultures de quiconque ne germent. La différence entre planter maintenant et attendre jusqu'en mars ou avril représente plus que de simples semaines de récolte précoce. C'est la différence entre l'abondance et la pénurie, entre la sécurité alimentaire et la dépendance vis-à-vis des magasins. Dans les magasins, une tomate coûte environ $1 ou $2. Voici 18 des cultures les plus productives que vous devriez planter en janvier. Si vous arrivez trop tard, la fenêtre d'opportunité cruciale se refermera pour toujours. Chaque semaine de retard est une semaine de temps de croissance gaspillée. Maintenant, vous saurez exactement quoi planter et pourquoi cela va tout changer. Les oignons plantés à partir de graines en janvier seront prêts à être récoltés à la fin de l'été et ils se conserveront tout au long de l'hiver. Cela vous donnera une réserve d'1 an de l'un des ingrédients de cuisine les plus importants à partir d'une seule plantation. La plupart des gens plantent des bulbes d'oignons au printemps parce que c'est plus facile, mais commencez par des graines en janvier. Pied produit des bulbes plus gros. De tels bulbes durent plus longtemps et sont plusieurs fois moins chers que ceux achetés. Semez les graines d'oignon à l'intérieur dans des bacs à semis remplis d'un terreau de bonne qualité. Maintenez la température autour de 18 degrés Celsius près d'une fenêtre ensoleillée. Lorsque les semis développent une deuxième feuille d'environ 1,5 cm de long, repiquez-les dans un autre bac. La distance entre les plants doit être de 5 cm. Ensuite, acclimatez-les progressivement et transplantez-les à l'extérieur au début du printemps, dès que le sol peut être travaillé. Les variétés d'oignons de jour long nécessitent 14 à 16 heures de lumière du jour pour former de gros bulbes. Les ménages médiévaux comptaient sur les oignons stockés pendant les mois de pénurie alimentaire hivernale, lorsque les légumes frais étaient rares. Les poireaux commencés en janvier deviendront aussi épais que votre bras d'ici l'automne et resteront au jardin tout l'hiver. Ils fournissent des légumes frais quand peu d'autres choses sont disponibles, ce qui en fait l'une des cultures les plus précieuses pour une autosuffisance tout au long de l'année. Contrairement aux oignons, qui doivent être récoltés et stockés, les poireaux attendent simplement en terre jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Le gel et la neige ne les affectent pas du tout. Le processus est identique à celui de la culture des oignons. Semez les graines à l'intérieur dans des bacs. Gardez-les au chaud et à l'humidité. Repiquez-les lorsqu'ils sont assez grands pour être manipulés et plantez-les à l'extérieur lorsque le temps le permet. Les poireaux nécessitent une plantation plus profonde que les oignons car vous les cultivez pour leurs longues tiges blanches. Lorsque vous les replantez, faites un trou profond avec un tuteur. Abaissez le plant de poireaux et arrosez simplement sans remplir le trou de terre. L'Égypte ancienne et le pays de Galles utilisaient les poireaux comme symbole de force lors de la bataille de Crécy en 1346. Ces deux premières cultures, les oignons et les poireaux, constituent la base de la sécurité alimentaire. Ils se conservent pendant des mois et vous les utilisez dans presque chaque repas. C'est pourquoi commencer à les cultiver maintenant plutôt que d'attendre le printemps peut signifier la différence entre être à court en février et avoir vos propres réserves jusqu'à la prochaine récolte. Les oignons et les poireaux n'apportent pas de calories, mais des composés aromatiques importants qui améliorent la satisfaction alimentaire. Cela réduit la dépendance aux aliments transformés et améliore la nutrition globale de la famille. La famille moyenne dépense plus de $500 par an en légumes. Selon les statistiques, cultiver vos propres cultures d'oignons peut réduire ses coûts de 30% dès la première année. L'allium contient des composés qui conservent naturellement d'autres aliments, prolongeant ainsi la durée de conservation des préparations maison. Ces deux cultures transforment la cuisine d'hiver,
d'une répétition terne de conserve en un repas varié aux saveurs riches. La dernière semaine de janvier est le moment idéal pour planter des tomates à l'intérieur, si vous avez une serre ou une fenêtre ensoleillée. Les tomates ont besoin de 8 à 10 semaines de culture en intérieur, avant de pouvoir être transplantées à l'extérieur après les dernières gelées. En les commençant maintenant, vous obtiendrez les fruits au début de l'été au lieu d'attendre jusqu'en août, quand les tomates de tous les autres mûrissent enfin. Semez les graines dans de petites pots ou des bacs à semis remplis d'un mélange de démarrage pour semis. Maintenez une température de 21 degrés Celsius pendant la journée et de 18 degrés Celsius la nuit. Fournissez autant de lumière que possible, car le manque de lumière crée des semis étirés. Lorsque les semis développent leurs premières vraies feuilles, repiquez-les dans des pots individuels de 10 cm, puis acclimatez-les progressivement à la fin du printemps avant de les déplacer au jardin ou dans la serre où ils porteront des fruits pendant des mois. La Royal Horticultural Society a confirmé la plage exacte de température de germination pour les tomates. L'Angleterre victorienne a été pionnière dans la culture des tomates en serre, reliant les pratiques modernes aux innovations historiques. Les prix des tomates ont augmenté de plus de 30% dans certaines régions. Selon l'Organisation alimentaire, le chou-fleur planté en janvier sera prêt pour la récolte au début de l'été, comblant le fossé entre les légumes verts de printemps et les légumes d'été. Bien que le chou-fleur ait la réputation d'être une culture difficile à cultiver, le secret réside simplement dans la planification de votre plantation en intérieur et dans le maintien de sa croissance. Tout arrêt de son développement entraînera la formation de minuscules têtes prématurées au lieu des grandes inflorescences denses que vous souhaitez. Ce phénomène est appelé boutonnage et a été attribué aux réponses au stress des plantes étudiées dans les revues scientifiques horticoles. Semez les graines dans des bols ou des bacs à semis à l'intérieur et maintenez la chaleur et l'humidité. Repiquez-les dans des serres ou sous des mini-serres à mesure qu'ils s'épaississent. Continuez à semer de nouvelles graines toutes les quelques semaines pour vous assurer une récolte continue plutôt qu'une surabondance soudaine. Puis transplantez-les à l'extérieur lorsqu'ils sont assez grands pour être manipulés, en les espaçant d'environ 45 cm dans un sol riche et bien fertilisé. L'explication biologique de la formation du boutonnage est liée aux fluctuations de température et aux carences en nutriments pendant les phases de croissance critiques. Les variétés de laitue d'hiver semées en janvier dans une serre ou une serre froide fourniront des salades fraîches au début du printemps. À cette époque, la salade dans les magasins coûte environ 2 $. Contrairement à la laitue d'été, qui s'épanouissent par temps chaud, les variétés d'hiver sont sélectionnées pour supporter le froid. Elles pousseront lentement, mais régulièrement durant les mois les plus sombres, prêtes à être récoltées juste au moment où votre corps réclame des légumes verts frais. Cela se produit après un hiver de légumes racines stockés et de légumes en conserve. Semez les graines en rayons minces ou à la volée sur tout le lit de semences. Couvrez-les à peine de terre, car la laitue a besoin de lumière pour germer selon les études de sensibilité photopériodique. Maintenez le sol humide, mais pas détrempé, et éclaircissez les semis à une distance d'environ 15 cm, ou retirez-les en tant que jeunes pousses et laissez les plantes restantes combler les vides. Les variétés Winter Density et Arctic King font preuve d'une résistance au froid particulière dans les conditions climatiques nordiques. Les études photopériodiques montrent que les journées courtes ralentissent la montée en graines chez les variétés correctement sélectionnées. Le céleri commencé en janvier sera prêt pour la récolte à la fin de l'été et à l'automne. Bien qu'il soit considéré comme une culture difficile, le vrai secret consiste simplement à offrir une longue saison de croissance avec une humidité constante et un sol riche. Le céleri est essentiellement une plante de marais qui nécessite plus d'eau et d'engrais que presque n'importe quel autre légume du jardin. Son origine de plante de marécage dans le bassin méditerranéen explique ses exigences élevées en humidité.
Semez les graines à l'intérieur fin janvier, en les couvrant à peine car elles ont besoin de lumière pour germer. Maintenez la température autour de 20 et 1 degré Celsius et soyez patient, car le céleri est réputé pour sa lenteur à germer. Cela prend jusqu'à 3 semaines, même dans des conditions idéales. Transplantez ensuite les semis dans des pots individuels lorsqu'ils sont assez grands pour être manipulés. Acclimatez-les progressivement et repiquez-les à l'extérieur à la fin du printemps, dans des tranchées remplies de compost et de fumier. La teneur élevée en eau du céleri est de 95%, ce qui confirme scientifiquement les conseils d'arrosage. L'origine méditerranéenne de la culture lie les méthodes de culture moderne aux anciennes traditions de l'agriculture de marais. Voici pourquoi ces 6 cultures sont plus importantes que vous ne le pensez. Elles représentent la différence entre acheter des légumes toute l'année et cultiver votre propre réserve alimentaire. Les oignons, les poireaux, la laitue, les tomates, le chou-fleur et le céleri couvrent vos besoins de base du printemps à l'hiver, si vous les commencez maintenant plutôt que d'attendre. Ces 6 cultures peuvent subvenir jusqu'à 70% des besoins en légumes d'un foyer en volume, selon des études sur le jardinage intensif. Les statistiques montrent qu'une famille moyenne peut économiser plus de 300 $ par an en cultivant elle-même ses cultures de base. L'avantage temporaire des semis de janvier donne une avance de 2 à 3 mois sur les jardiniers ordinaires. La combinaison de ces cultures assure un approvisionnement continu en légumes frais de mai à mars de l'année suivante. La valeur nutritionnelle des légumes faits maison dépasse celle de leurs homologues achetés en magasin de 40% en moyenne, en raison de la fraîcheur et des caractéristiques variétales. Mais les cultures suivantes nécessitent encore plus de planification et de patience pour un bénéfice maximal. Les poivrons ont besoin d'une saison de croissance encore plus longue que les tomates. Janvier est donc le moment idéal pour les planter à l'intérieur. Les poivrons sont lents à germer, lents à pousser et lents à fructifier. Mais si vous leur donnez le temps dont ils ont besoin, ils produiront abondamment du milieu de l'été jusqu'aux premières gelées, fournissant des poivrons frais pour les salades et la cuisine. De plus, il y en aura assez pour le séchage ou la congélation pour l'hiver. Semez les graines dans de petites pots ou des caissettes. Maintenez une température très chaude de 24 à 27 degrés Celsius. Parce que les poivrons sont des plantes tropicales, ils ne germeront pas du tout dans un sol frais. Offrez un maximum de lumière après la germination et transplantez dans des pots plus grands à mesure qu'ils grandissent. Ne vous précipitez pas pour les sortir, car les poivrons sont extrêmement sensibles au froid et resteront prostrés pendant des semaines s'ils sont exposés à des températures inférieures à 10 degrés Celsius. La domestication des poivrons a eu lieu en Mésoamérique il y a environ 8000 ans, ajoutant une profondeur historique à la culture moderne. La capsaïcine des poivrons a évolué comme un mécanisme de défense contre les mammifères, mais attire les oiseaux pour disperser les graines. L'aubergine a les mêmes exigences que les poivrons, mais elle aime encore plus la chaleur et sa croissance est plus lente. Cela signifie que la commencer en janvier donne les meilleures chances d'obtenir une bonne récolte avant l'arrivée des gelées d'automne. Bien que les aubergines ne soient pas aussi productives que les tomates ou les poivrons, quelques plants fourniront suffisamment de fruits pour la ratatouille, le baba ganoush et les légumes grillés tout au long de l'été. Le processus est identique à celui des poivrons. Semez en pot. Maintenez la température très élevée. Offrez un maximum de lumière. Rempotez dans des contenants plus grands si nécessaire et attendez que le sol soit complètement chaud avant de repiquer à l'extérieur. Ensuite, paillez généreusement et arrosez constamment, car l'aubergine a besoin d'une humidité constante pour produire des fruits. L'aubergine est originaire d'Inde et de Chine, où elle était cultivée il y a plus de 4000 ans. En Europe, elle s'était autrefois appelée pomme de la fureur, en raison d'idées fausses sur ses effets sur l'esprit.
ce qui ajoute à l'intrigue de cette culture. La recherche moderne montre des niveaux élevés d'antioxydants dans la peau foncée de l'aubergine. C'est ici que cela devient intéressant, car les 4 cultures suivantes séparent les jardiniers sérieux des amateurs. Ce sont des cultures qui tolèrent le froid, fixent leur propre azote et produisent des récoltes quand rien d'autre ne pousse. La symbiose avec la bactérie Rhizobium convertit l'azote atmosphérique en une forme assimilable par les plantes grâce à des nodules racinaires. Ce processus peut fournir jusqu'à 200 kg d'azote par hectare selon les études agronomiques. Les légumineuses représentent la base de l'agriculture durable qui était pratiquée dans la Rome antique. La psychologie comportementale étudiée par Richard Taylor montre comment les gens retardent l'action malgré les bénéfices à long terme. Cela explique pourquoi la plupart des jardiniers ignorent les semis de janvier au profit d'un calendrier de printemps plus pratique. La fixation de l'azote ne se produit qu'avec un pH du sol correct et la présence de microdoses de molybdène. Comprendre cette science transforme le jardinage d'un passe-temps en un système de production alimentaire intelligent. Les fèves, également appelées fava beans, sont l'un des légumes les plus rustiques que vous puissiez cultiver. Elles peuvent survivre à des températures allant jusqu'à -12 degrés, ce qui signifie que dans les climats doux, elles peuvent être semées directement en pleine terre dès le mois de janvier. Dans les régions plus froides, vous pouvez les commencer en pot sous serre et les repiquer au début du printemps, ce qui permet d'obtenir une récolte de fèves fraîches à la fin du printemps ou au début de l'été. Semez les graines à 5 cm de profondeur et à 15 cm d'intervalle en double rangée. Vous pouvez également les commencer dans des pots profonds pour éviter de perturber les racines lors du repiquage. Les fèves fixent leur propre azote de l'air grâce à des bactéries présentes dans les nodules de leurs racines, ce qui signifie qu'elles améliorent réellement votre sol au fur et à mesure de leur croissance. Après avoir récolté les fèves, coupez les plantes au niveau du sol et laissez les racines riches en azote dans la terre pour nourrir la culture suivante. L'utilisation des fèves dans l'agriculture romaine est documentée dans les écrits de Pline l'Ancien au 1er siècle de notre ère. La fixation de l'azote peut atteindre 200 kg par hectare dans des conditions de croissance optimales. Les pois précoces semés en janvier, sous abri ou en serre, seront prêts à être récoltés à la fin du printemps. Rien n'égale le goût des pois frais cueillis directement sur la vigne. Ils sont si sucrés et délicats qu'ils arrivent rarement du jardin à la cuisine. Vous mangerez tout au moment même de la cueillette, en savourant les premiers fruits de la nouvelle saison. Semez les graines à 5 cm de profondeur et à 5 cm d'intervalle en double rangée, ou utilisez la méthode de la plate-bande profonde. Éparpillez-les à une distance de 15 cm sur toute la surface de culture. Prévoyez un support pour grimper, car même les variétés naines produisent de meilleures récoltes avec un support. Protégez-les contre les souris, qui aiment déterrer et manger les graines, en faisant tremper ces dernières dans du pétrole lampant avant la plantation. Cela ne nuit pas aux plantes, mais les souris détestent l'odeur et évitent les graines traitées. Les expériences de Gregor Mendel sur les pois dans les années 1860 ont jeté les bases de la génétique en tant que science. Les recherches modernes montrent que les pois frais perdent jusqu'à 40% de leur sucre dans les 6 heures suivant leur cueillette. L'épinard est incroyablement rustique au froid et peut être semé à l'extérieur en janvier, dans les climats doux ou sous serre n'importe où. Il pousse rapidement par temps frais, fournissant de la verdure fraîche au début du printemps, quand votre corps a désespérément besoin de vitamines. Après un hiver de nourriture stockée et de légumes en conserve, l'épinard frais est un véritable allié pour la santé. Contrairement à la laitue, qui est principalement composée d'eau, l'épinard regorge de fer, de vitamines et de minéraux. Cela en fait l'un des légumes les plus nutritifs que vous puissiez cultiver chez vous.
Semez les graines à 1,5 cm de profondeur en rangée ou à la volée sur toute la plate-bande. Éclaircissez à 10 cm d'intervalle et récoltez en coupant les feuilles extérieures, permettant ainsi au centre de continuer à pousser. Vous pouvez aussi couper la plante entière à 2,5 cm au-dessus du sol, et elle repoussera souvent pour une seconde récolte. L'introduction de l'épinard en Europe s'est faite au XIe siècle via la Perse, le long des routes commerciales. La teneur en fer de l'épinard est de 2,7 mg pour 100 g de produits frais. Selon le ministère de l'Agriculture, les semis commencés en janvier peuvent être plantés à l'extérieur au début du printemps et offriront une récolte continue de la fin du printemps jusqu'à l'hiver suivant. Le chou frisé est pratiquement indestructible et peut supporter la chaleur, le froid, un sol pauvre et la négligence mieux que presque n'importe quel autre légume. C'est l'un des aliments les plus nutritifs de la planète. Gorgé de vitamines A, C et K, ainsi que de calcium et d'antioxydants. Commencez les graines à l'intérieur dans des pots ou des plateaux. Repiquez à l'extérieur lorsqu'elles atteignent 10 à 15 cm de hauteur. Espacez-les de 45 cm et récoltez en coupant les feuilles extérieures, permettant ainsi au point de croissance de continuer à se développer. Ou coupez la plante entière à 2,5 cm au-dessus du sol et elle repoussera souvent. Le chou frisé a connu une explosion de popularité depuis 2000, grâce aux tendances de l'alimentation saine et au marketing des super-aliments. Le classement de la densité nutritionnelle du ministère de l'Agriculture place le chou frisé en tête de tous les légumes. La teneur en vitamine K du chou frisé dépasse la valeur quotidienne de 5 fois par portion de 100 g. Ces 6 cultures, des poivrons au chou frisé, représentent la base d'un jardin productif, car elles couvrent toute la saison de croissance. Du début du printemps à la fin de l'automne, des récoltes constantes fournissent à la famille des légumes frais 12 mois par an. En commençant à janvier, vous ne faites pas que du jardinage. Vous construisez un système alimentaire qui ne dépend pas des magasins. Le calendrier visuel des récoltes montre une production continue de mars à décembre, avec une planification adéquate. Les fèves et les pois produisent une récolte en mai et juin. Les épinards et le chou frisé toute l'année. Les poivrons et les aubergines de juillet à octobre. Ce système transforme le jardinage occasionnel en une production alimentaire stratégique. Le concept de permaculture inclut les légumes annuels comme base de la forêt nourricière. La planification des rendements à long terme montre un effet cumulatif. Chaque année, le jardin devient plus productif. Les cultures suivantes exigent une réflexion encore plus stratégique et un investissement à long terme en temps et en effort. Si vous n'avez pas planté d'ail en automne, janvier est votre dernière chance dans un climat doux pour une récolte estivale. Bien que l'ail d'automne produise des bulbes plus gros, une plantation en janvier fournira tout de même une récolte décente. Cultiver votre propre ail signifie que vous aurez des bulbes frais qui durent des mois et ne coûtent que quelques centimes par rapport aux 3 $ le kilo pour de l'ail biologique en magasin. Séparez le bulbe en gousses individuelles et plantez-les à une profondeur de 5 cm, à une distance de 15 cm, la pointe vers le haut, d'acer. Paillez généreusement avec de la paille ou des feuilles et laissez-les pousser tout au long du printemps et du début de l'été. Récoltez ensuite lorsque les feuilles inférieures brunissent et sèchent. Séchez dans un endroit ombragé et ventilé pendant plusieurs semaines et conservez dans un endroit frais. C'est où ils se garderont jusqu'au printemps suivant. Des recherches sur l'allicine et ses propriétés antimicrobiennes ont été publiées dans le Journal of Nutrition, confirmant les qualités médicinales de l'ail. Les anciens Égyptiens donnaient de l'ail aux bâtisseurs de pyramides pour maintenir les travailleurs forts et en bonne santé. Les échalotes se plantent de la même manière que l'ail, mais elles produisent des grappes de petits bulbes, semblables à des oignons,
avec une saveur plus douce et plus sucrée. Elles sont idéales pour la cuisine et se conservent encore mieux que les oignons, durant souvent une année entière dans de bonnes conditions. Cela en fait la culture la plus importante pour l'autosuffisance familiale et l'indépendance alimentaire. Plantez les bulbes d'échalotes individuellement en janvier, en les espaçant de 15 cm. Couvrez-les simplement de terre de manière à ce que les pointes soient encore visibles à la surface. Elles pousseront tout au long du printemps et de l'été, se multipliant en grappes de 6 à 12 bulbes pour chaque bulbe initialement planté. Récoltez-les ensuite lorsque les fans dépérissent. Faites-les sécher comme l'ail et conservez-les dans un endroit frais, sec et sombre. L'origine des échalotes en Asie centrale et leur mention sur les anciennes routes commerciales persanes ajoutent à la richesse historique de cette culture. Les marchands persans appréciant les échalotes pour leur conservation de longue durée lors des voyages en caravane de plusieurs mois le long de la route de la soie. Janvier est le moment idéal pour forcer la rhubarbe afin d'obtenir une récolte précoce au printemps en recouvrant les souches établies avec des tonneaux ou de grands pots. Enterrez-les complètement sous un tas de fumier mélangé à de la paille. La chaleur issue de la décomposition du fumier, combinée à l'obscurité, amènera la rhubarbe à produire des tiges tendres et sucrées des semaines plus tôt que les plants non traités. Cela vous donnera des fruits frais pour les tartes et du compost quand rien d'autre n'est disponible. Les tiges récoltées seront d'un rose pâle, voire blanches, au lieu de la couleur rouge habituelle, et elles seront beaucoup plus tendres et moins acides. Bien que le forçage affaiblisse la plante, vous ne devriez donc pas le faire chaque année. La rotation entre les plants permet d'avoir de la rhubarbe forcée chaque mois de janvier. Le célèbre triangle de la rhubarbe dans le Yorkshire, en Angleterre, où les techniques de distillation ont été industrialisées au XIXe siècle. Les jardiniers victoriens ont perfectionné la méthode de culture forcée pour approvisionner les maisons aristocratiques tout au long de l'année. La rhubarbe forcée pousse si vite que l'on peut entendre le craquement des tiges en pleine croissance dans le silence des serres d'hiver. Voici une observation cruciale que la plupart des jardiniers ignorent. Ces 6 dernières cultures, de l'ail à l'asperge, sont produites depuis des années avec un travail minimal, ce qui signifie que les planter en janvier ne concerne pas seulement la récolte de cette année. Il s'agit de la construction d'une sécurité alimentaire permanente pour les décennies à venir. Le concept de permaculture intègre les légumes vivaces comme fondement d'un système alimentaire durable. Les rendements à long terme montrent un effet cumulatif chaque année. Investir dans les plantes vivaces permet de produire plus de nourriture avec moins d'efforts. L'analyse économique montre que les cultures vivaces amortissent les coûts initiaux en 3 à 5 ans. Elles fournissent ensuite des produits pratiquement gratuits pendant des décennies. La pensée stratégique distingue les producteurs alimentaires prospères des jardiniers occasionnels. Comprendre l'échelle temporelle transforme les résolutions de janvier en investissement de toute une vie pour l'indépendance alimentaire familiale. Janvier est le moment de faire germer les pommes de terre de semences, ce qui consiste à les placer dans des caissettes peu profondes ou des boîtes à œufs. Placez-les dans un endroit lumineux et à l'abri du gel, comme une grange ou une serre, où elles développeront des pousses courtes et vigoureuses avant la plantation. La germination donne à vos pommes de terre quelques semaines d'avance, ce qui se traduit par des récoltes plus précoces et des rendements plus élevés. C'est particulièrement important pour les variétés précoces que vous souhaitez récolter à la fin du printemps ou au début de l'été. Sélectionnez des plants de pommes de terre certifiés exempts de maladies et placez-les avec l'extrémité comportant le plus d'yeux vers le haut. Gardez-les à la lumière vive, mais jamais en plein soleil, et maintenez la température autour de 10 degrés Celsius. En 6 à 8 semaines, elles développeront de fortes pousses vertes ou violettes d'environ 2,5 cm de long. À ce stade, elles sont prêtes à être plantées à l'extérieur dès que le sol est malléable et exempt de gel.
Les origines de la pomme de terre dans les Andes et la famine irlandaise de 1845 ajoutent des enjeux historiques dramatiques à cette culture. Le topinambour, également appelé poire de terre, peut être planté en janvier dans les climats doux et constitue l'une des cultures les plus productives et indestructibles. Il produit d'énormes quantités de tubercules comestibles avec peu ou pas d'entretien. C'est une culture vivace, ce qui signifie qu'une fois plantée, elle reviendra année après année et poussera si vigoureusement que votre principal problème sera de l'empêcher d'envahir tout le jardin. Plantez les tubercules à 10 cm de profondeur et à 30 cm d'intervalle. Ils deviendront de grandes plantes de 2,5 à 3 mètres de haut. Des fleurs d'un jaune éclatant, semblables au tournesol, apparaissent en automne. Après que le premier gel a détruit les fans, vous pouvez déterrer les tubercules selon vos besoins tout au long de l'hiver. Ils se conservent mieux en terre que dans n'importe quel cellier, restant frais et croquants jusqu'à ce que vous soyez prêt à les récolter. L'appellation erronée provient de l'italien Gerusol, qui signifie tournesol, déformé en Jérusalem. Sa teneur élevée en inuline affecte la digestion, ce qui ajoute une valeur éducative et pratique à cette culture. Janvier est le moment traditionnel pour planter les rhizomes d'asperges. Bien que l'asperge demande de la patience, car elle ne peut être récoltée durant les 2 premières années après la plantation, une fois établie, elle produira pendant 20 ans ou plus, avec un minimum de soins. Cela vous donnera des pousses fraîches chaque printemps, pendant des décennies. L'asperge se vend 5 $ le kilo en magasin, ce qui signifie qu'un carré d'asperge peut faire économiser des centaines de dollars par an une fois la pleine production atteinte. Creusez une tranchée de 20 cm de profondeur et 30 cm de largeur. Créez une butte de terre mélangée à du compost au centre de la tranchée. Étalez les rhizomes d'asperges le long de la butte, les racines pendant sur les côtés, et couvrez avec 5 cm de terre. À mesure que les pousses grandissent, comblez progressivement la tranchée au cours de l'été. Paillez ensuite généreusement et laissez les plantes se transformer en un grand feuillage vaporeux qui nourrira les racines pour la récolte de l'année suivante. La culture de l'asperge par les Romains est documentée dans les écrits de Plaine, liant les méthodes zélèdes modernes aux traditions anciennes. Les données de rendement actuelles montrent que les planches établies produisent jusqu'à 20 ans de rendement constant. Ces 18 cultures constituent la base d'un jardin productif qui vous nourrira du début du printemps jusqu'à l'hiver prochain. L'idée clé est que janvier n'est pas un mois d'attente, mais un mois de plantation, car chaque semaine de retard signifie une semaine de moins pour la croissance. En jardinage, le temps est la seule ressource qui ne se récupère jamais. Un jardin de 100 mètres carrés peut produire plus de 300 kg de nourriture par an avec méthode de jardinage intensif. L'analyse économique montre des économies de plus de 1 000 $ par an pour une famille de 4 personnes, vivant en autosuffisance légumière complète. La valeur nutritionnelle dépasse celle des légumes du commerce, grâce à la fraîcheur et à la diversité des variétés. Une planification stratégique transforme un simple passe-temps en un système de production alimentaire sérieux. De la laitue à croissance rapide aux asperges de 20 ans, chaque culture joue un rôle dans votre approvisionnement annuel. Les décisions de janvier déterminent le succès de l'ensemble de la saison de croissance et jettent les bases de nombreuses années de sécurité alimentaire. C'est en janvier que commence la véritable sécurité alimentaire. Pas au printemps, pas au moment de l'arrivée des catalogues de semences, mais quand vous plantez alors que tout le monde attend. Les jardiniers qui réussissent comprennent que la saison de croissance commence en janvier, pas au printemps. C'est quand vous semez à l'intérieur alors qu'il y a de la neige au sol. C'est quand vous faites germer des pommes de terre dans la remise pendant que les voisins regardent la télévision. C'est quand vous apportez du fumier à la rhubarbe, alors que tous les autres consultent des catalogues de graines en rêvant de l'été.
Janvier est le mois qui sépare les jardiniers qui parlent d'autosuffisance de ceux qui y parviennent réellement. Les cycles agricoles reflètent les décisions humaines. Ceux qui planifient à l'avance récoltent l'abondance. La métaphore temporelle montre qu'un jardinage réussi ne consiste pas à combattre la nature, mais à travailler en harmonie avec les rythmes naturels. La différence entre dépendance et indépendance ne se mesure pas en mois, mais par les décisions prises au moment critique de la planification. Janvier offre cette fenêtre d'opportunité cruciale qui façonne l'année entière.